Nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui s'investissent publiquement dans le monde du transport. Ils l'ont vu changer, évoluer, se transformer et ils vont nous partager leurs visions et leurs engagements. Bienvenue dans Regard sur le transport, un podcast Volvo Trucks France. Bonjour à tous, nous sommes descendus dans le sud de la France pour enregistrer ce nouvel épisode de Regard sur le transport à Boisseron, très précisément près de Montpellier, au siège des transports Rouillé-Coulon. Nous allons parler d'un sujet essentiel pour la communauté de conducteurs qui nous écoutent, mais pas que, c'est la sécurité et le confort sur les aires d'autoroute. Alors pour en parler, nous recevons 3 invités à notre micro aujourd'hui. Laurent Noé, le responsable communication Méditerranée chez Vinci Autoroute. Bertrand Rouillet, le dirigeant de l'entreprise de transport Rouillé-Coulon, qui est implanté depuis plus de 60 ans dans la région Occitanie et membre du groupement FLO, une association qui fédère en France plus de 100 entreprises de transport et de logistique. Et puis également, nous avons Florian Langenfeld, qui est conducteur depuis plus de 30 ans et qui connaît très bien la réalité du terrain. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Merci de votre enthousiasme pour ce nouvel épisode de Regard sur le transport. Donc on va parler des problématiques concrètes que rencontrent les conducteurs au niveau des aires d'autoroute, comme le manque de stationnement, les vols, le temps de repos des conducteurs. On va évoquer ces problématiques à travers le regard de transporteur, d'un concessionnaire de l'autoroute et puis d'un conducteur à travers votre regard à tous les 3. Alors pour démarrer ces échanges, je pense qu'il est important qu'on redéfinisse le fonctionnement de la concession d'autoroute avec vous, Laurent Noé. En quoi ça consiste exactement ? Quel est le rôle de Vinci ? C'est pas toujours très simple d'expliquer notre métier, mais figurez-vous que les autoroutes appartiennent à l'État. C'est les fameux bijoux de famille, ils sont toujours dans le giron de la famille. Et l'État a signé des contrats de concession avec des spécialistes pour construire, aménager, financer, entretenir et opérer les autoroutes au quotidien. C'est notre métier, il est là. Et donc notre rôle, c'est de gérer les autoroutes pour le compte de l'État. Donc en gros, chaque euro investi sur les autoroutes, en fait, est dirigé en fonction des souhaits de notre client principal, qui est l'État. Donc vous faites ce qu'on vous dit de faire finalement. En gros, c'est ça. Ça ne nous empêche pas de faire des propositions et de développer des services commerciaux qui ne sont pas forcément dans notre contrat, mais voilà, on le fait aussi en concertation avec nos clients. Et notre client principal, c'est le monde du transport. Alors justement, comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux mondes, ce que veut l'État, ce qu'il peut dépenser, et puis la réalité du terrain ? Comment on les confronte ? Eh bien déjà, on les écoute, on les connaît, on partage leur quotidien. C'est un peu c'est l'essence de notre métier. On est dans le même bateau, parce que nos transporteurs du quotidien, ce sont nos clients, mais ce sont aussi écoutez, les gens qu'on côtoie le plus, puisque quand on est sur la route, je ne parle pas de moi, mais je parle des vrais gens qui bossent sur l'autoroute, les hommes et les femmes en jaune. Eux, ils partagent le même quotidien, les mêmes aspirations que les conducteurs routiers. Et ce sont finalement ceux qui les connaissent le mieux au quotidien. Et donc on a avec eux de très nombreux échanges par le biais des fédérations, mais aussi par le biais de notre proximité. On côtoie un grand nombre de routiers qui sont des artisans, mais qui sont aussi des patrons. Alors on voit beaucoup plus sur le terrain les conducteurs eux-mêmes. Parfois, on discute avec eux, on a développé des nouvelles, mais on verra si Florian les connaît, des nouvelles passerelles pour discuter avec eux via des applications internationales comme Truckfly. On est en lien avec eux et une Truckfly, j'en fais pas la publicité, mais néanmoins, c'est quand même un outil qui est pour nous assez utile puisqu'il va nous permettre de traduire dans toutes les langues du monde toutes les interactions qu'on peut avoir avec nos clients du quotidien. Et on est capable aussi de faire des sondages, de demander quels sont les services qui sont les plus attendus sur les aires. Et c'est grâce à ces nouvelles interactions qu'on a été en capacité de développer, et ce n'est que le début, par exemple des laveries automatiques sur certaines aires, d'améliorer le confort sur certaines autres, mais on en reparlera peut-être plus loin. Bertrand Rouillet, vous êtes le dirigeant de l'entreprise de transport Rouillé-Coulon qui existe depuis plus de 60 ans dans la région Occitanie. Comment, à travers votre regard de dirigeant d'entreprise de transport, vous avez vu évoluer le lien finalement que vos conducteurs font avec le concessionnaire, avec les services qui sont proposés sur les autoroutes, les aires d'autoroute. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer tout ça ? Alors l'autoroute est un moyen incontournable de faire transiter nos poids lourds, puisque nous sommes sur une région où nous avons au sud la mer, au nord les montagnes des Cévennes. Et donc nous sommes obligés d'emprunter exclusivement les autoroutes du sud de la France pour gagner et la région et les régions voisines.
Donc nos conducteurs utilisent les autoroutes bien sûr au quotidien. Nous avons peu de remontées d'informations d'ailleurs de leur part quant à l'utilisation des parkings, mais nous savons pertinemment que pour les gens qui sont en grande distance, ils rencontrent des difficultés à stationner, notamment la nuit. Et moi, j'en suis le témoin, puisque en tant qu'automobiliste, je parcours aussi les autoroutes et je vois les difficultés que peuvent rencontrer nos conducteurs qui sont obligés de se garer en amont ou en aval des aires d'autoroute parce qu'ils sont contraints par la réglementation sociale qui leur impose de s'arrêter régulièrement. Donc il y a des zones où il y a peut-être un peu moins d'aires d'autoroute et dans ces endroits-là, c'est vraiment, je considère ça comme dramatique, puisqu'on voit des poids lourds qui s'étalent sur quasiment quelques kilomètres en amont et en aval des autoroutes. Florian, c'est quelque chose que vous avez connu, vous, en tant que conducteur, de devoir mettre de côté, entre guillemets, la sécurité, votre sécurité, parce que pas adapté, finalement, pour vous de stationner sur une aire d'autoroute ? Alors, ce que je fais, c'est surtout ma sécurité à moi. Ce genre de choses, moi, personnellement, je le fais pas, en fait. Même à l'entrée de l'air ou à la sortie de l'air, je me mets pas, en fait. Mais par contre, je me mets sur une petite aire, pas une aire de service, une petite aire. Et là, les petites aires, par contre, pour les vols, que ce soit de gasoil ou de marchandises, le camion, il est pas en sécurité, en fait, à ce moment-là, en fait. Parce qu'il y a beaucoup moins de passages, il n'y a pas d'éclairage ou très peu d'éclairage, tout ça. Après, les difficultés de la nuit, il y a des portions d'autoroute, à partir de 18h, il n'y a plus de place. Donc on est obligé même de sortir des fois de l'autoroute en fait pour pouvoir trouver des endroits. Bon, il y en a pas mal encore de routiers qui font les restaurants routiers, donc ils sortent de l'autoroute. Ça se fait de moins en moins déjà parce que c'est plus les mêmes façons de vivre qu'avant en fait. Avant je faisais un routier matin, midi et soir comme on dit. Maintenant c'est 1 à 2 fois dans la semaine seulement en fait. Pourquoi ? Pécuniairement, c'est juste l'argent quoi, en fait. C'est trop cher ? Non, le repas en lui-même n'est pas cher, mais maintenant en fait la vie fait que on vit sur nos frais. Avant, on se servait que de notre salaire et les frais, c'était en plus. Maintenant, les frais font partie de notre salaire et on vit sur nos frais, en fait. Donc, pour faire des économies pour la maison, on mange de moins en moins en routier. En fait, on emporte notre gamelle, si vous voulez. En fait, on a le frigo dans le camion pour manger dans le camion. Le côté des problèmes, en fait, des airs, c'est le soir et surtout l'été. Alors là, l'été, c'est presque impraticable même toute la journée. Il y a les caravanes, les camping-cars, les voitures qui se mettent... Alors, il y a des fois, parce qu'on mélange les flux en fait. Tout le monde est mélangé. Les parkings voitures sont trop petits pour l'été en fait, donc toutes les voitures, puis en plus de ça, les personnes qui ne savent pas se diriger, c'est pas que c'est mal indiqué ou bien indiqué en fait, mais les personnes qui sortent leur voiture 2 fois dans l'année, ils arrivent sur une aire d'autoroute, ils voient 3 voies devant eux quand ils sortent sur une aire. En fait, quand ils rentrent sur une aire, ils voient 3 voies devant eux, ils savent pas où aller, ils prennent la première et puis basta en fait pour pas gêner derrière. Et ils se retrouvent sur un parking de poids lourd en fait avec une seule voiture dessus. Et c'est nous, on peut pas prendre cette place-là en fait. Florian, vous avez soulevé plusieurs problématiques au sein de ces aires. Il y a évidemment celle de l'été qui est intéressante et on y reviendra parce que c'est vraiment un flux particulier pendant plusieurs semaines. Mais principalement, on va revenir sur celle de la saturation des aires, le problème de place. C'est une réalité aujourd'hui que vous constatez sur l'ensemble de vos trajets. Vous savez qu'il y a des endroits où vous ne pourrez jamais aller, jamais vous arrêter, Florian ? Oui, souvent les horaires, je sais que ces aires-là, on ne peut pas y aller. C'est même pas la peine de s'arrêter en fait. Le parking, c'est pas qu'il est trop petit, mais c'est l'influence qu'il y a en fait, l'affluence qu'il y a à ce moment-là en fait sur cette portion d'autoroute, le nombre de places qu'il y a sur ce parking, en fait, on sait très bien que de toute façon, à l'entrée de Toulouse par exemple, pour juste dire comme ça, à l'entrée de Toulouse quand on vient de Montpellier, les deux dernières aires avant Toulouse, elles sont impraticables en fait. Elles sont impraticables. C'est comme ça en fait. Souvent les horaires, tout ça et tout. Après, il peut y avoir des moments où on tombe dessus pile poil quand il y a un camion qui s'en va, qu'on peut rentrer dedans, mais ça c'est jouer au loto quoi en fait. Voilà. Comment on explique, Laurent Noé, qu'il y a un problème de fluidité finalement c'est que les conducteurs restent trop longtemps, il n'y a pas assez de place. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors on peut l'expliquer de plein de façons, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce que vit Florian, des milliers de conducteurs le vivent tous les jours. Évidemment, tout le monde le constate. On a 250 000 camions qui circulent sur le réseau Vinci Autoroute tous les jours. Je vous donne 2-3 chiffres. On a 14 000 places de stationnement sur les aires. Donc déjà, vous voyez un peu la différence. Mais, alors c'est contre-intuitif, on a 14 000 places de parking poids lourd sur nos aires. Mais chaque nuit, on a 10 000 camions qui dorment sur nos aires. Ça veut dire que
en fait, ce que disait Florian, c'est tout à fait édifiant. Les poids lourds ont tendance à se garer aux alentours des grandes communautés urbaines, parce qu'après, il y a des livraisons, il y a des flux logistiques intenses sur ces plateformes-là. Mais vous avez, alors, pas des aires qui sont désertes, mais peut-être que, en fait, la disposition, la répartition actuelle des places de parking poids lourds ne répond plus aux besoins de la logistique du XXIe siècle. Quand les autoroutes ont été conçues, construites, au milieu et à la fin du XXe siècle, ça répondait à une demande à la répartition des flux de l'époque. Aujourd'hui, tous les flux, tous les stocks sont sur la route. Schématisez bien, les camions, les 250 000 camions, en fait, transportent les stocks de toutes les entreprises d'Europe. Et donc, si on devait faire adapter l'infrastructure aux besoins du transport et de la logistique actuelle, on peut le faire, mais vous savez que le temps de l'infrastructure n'est pas malheureusement celui de l'économie réelle. Et donc il lui faut un temps d'adaptation, il lui faut des décisions au niveau européen, au niveau évidemment français. Et tout ça, ça demande du temps. Donc le temps de l'infrastructure n'est pas celui de l'économie réelle, malheureusement. Alors on peut aussi se consoler en se disant, regardons ce qui se passe ailleurs. Dans les autres pays d'Europe, souvent la photo est bien plus dramatique. Nos voisins européens, espagnols, italiens, même allemands, n'ont pas forcément la joie d'avoir une infrastructure telle qu'on la connaît en France. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça veut dire qu'il faut qu'on l'adapte. Il faut aussi peut-être mettre un peu d'huile dans les rouages. Et ce que ne fait pas Florian, et il a bien raison de ne pas le faire, comme stationner dans les bretelles de décélération ou d'accélération des airs, d'autres malheureusement le font. Et ça, c'est un comportement, donc ça, c'est pas de l'infrastructure, c'est pas de la décision ministérielle, là, c'est du comportement qui met en danger pas mal de monde. Et nous, chaque nuit, on serre un peu les fesses, je vous l'avoue. Bertrand Rouillet, est-ce que vous avez des consignes ? Quelle attitude vous demandez à vos conducteurs d'adopter vis-à-vis de ces problématiques de saturation d'air ? Est-ce que ça engendre des retards aussi, des problématiques sur votre quotidien en tant que dirigeant d'entreprise ? Écoutez, je vais vous avouer que nous parlons peu de ce type de problème, mais nous faisons confiance à nos conducteurs qui sont normalement aguerris et qui doivent prendre toutes leurs précautions pour stationner dans des endroits sécurisés et confortables. Est-ce qu'on pourrait imaginer agrandir les aires demain ? On peut tout imaginer. Nous, on sait tout faire. Agrandir les aires, agrandir les autoroutes, construire des ponts, etc. On sait tout faire. Mais c'est pas la question. Elle n'est pas là. La question, elle est beaucoup plus générale. Il faut prendre du recul. Et comme je vous disais, le temps de l'infrastructure obéit aussi aux lois électorales, au comportement des usagers, autant qu'aux décisions ministérielles. Et donc, si l'État demande aux sociétés d'autoroutes de construire plus de parkings sécurisés, par exemple, ou d'agrandir les aires d'autoroute, les concessionnaires sauront le faire. Il faut que la commande arrive, puisque tout ça, c'est dans le cadre d'une gestion contractuelle des concessions en France. Donc, je dirais que c'est pas... Techniquement, c'est facile. C'est facile, mais en même temps, on se heurte aussi vous savez, aux citoyens qui parfois veut avoir ses marchandises très rapidement livrées. Il veut avoir des supermarchés super pleins, mais il veut pas voir de camions. Et puis, il ne veut pas voir non plus l'autoroute s'installer à côté de chez lui. Et ni l'air s'agrandir. Et donc, ça explique aussi que c'est compliqué, parfois, de prendre des décisions au niveau ministériel ou européen. Quand vous savez que l'économie, la sécurité a besoin d'infrastructures, mais que le citoyen ne veut pas d'éoliennes dans son jardin, et pas plus qu'il ne veut d'air d'autoroute à côté de lui. Vous avez soulevé un autre problème que vous rencontrez régulièrement, Florian, c'est celui du manque de sécurité sur les airs, le manque de lumière, les vols. Concrètement, il y a des différences. Vous vous sentez moins en sécurité sur une petite aire de service par rapport à une aire sur laquelle il y a des services différents qui sont proposés. Enfin, comment vous le vivez, vous, quand vous vous arrêtez sur l'autoroute ? Une aire de service, c'est celle où il y a la station. Là où il y a la station, c'est énormément éclairé, il y a du monde. Malgré que maintenant, il y a de moins en moins de monde la nuit, en fait, parce que c'est plus ou moins fermé. Enfin, il y a des stations qui sont un peu fermées ou sécurisées. En fait, on rentre plus dans le magasin, en fait, la partie magasin, tout ça. Les sanitaires sont ouverts, tout ça. Là, il y a plus de monde, en fait. Les parkings sont plus gros, il y a plus de monde. Dans les aires de repos, des fois, il y a des aires de repos à 5 places.
5 places poids lourds, on est 5. Il peut y avoir des vols, c'est pas éclairé ou très peu, il y a juste la partie sanitaire qui est un peu éclairée, en fait, le reste n'est pas éclairé. Je pense, alors après là, je m'avance, mais je pense qu'il y a plus de problèmes de vol, en fait, de sécurité de vol sur les aires de repos que sur les aires de service. Après, Et vous, personnellement, vous vous sentez en sécurité sur tout type d'air ? Non, sur les petites, non. Mais ça m'arrive des fois à cause des heures, que je peux pas aller à la station qui est après, en fait, et la station qui était avant était pleine, donc je me suis pas arrêté, ou j'ai pas pu avoir de place. Je m'arrête à une petite aire. C'est rare, en fait, c'est rare. Et vous prenez des dispositions particulières quand vous êtes sur ces aires-là ? Non, on n'a pas de système d'antivol, ou enfin d'alarme, en fait. Antivol, on a, mais pas d'alarme, en fait. C'est pas et puis le problème de la marchandise qui est derrière, en fait, c'est jamais une bâche, c'est pas sécurisé, quoi, en fait. Malgré qu'il y ait des renforts à l'intérieur, c'est pas assez on peut toujours ouvrir une bâche, ouvrir une porte, voilà. Vous, personnellement, vous avez connu déjà des situations d'insécurité ? De vol ? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Alors là, c'était même... c'était sur une aire, mais c'était pas sur l'autoroute. C'était pas sur l'autoroute, c'était juste à côté. Et oui, des palettes, des vols de colis dans la SMI, en fait. Ouais. Pendant que vous étiez à l'intérieur, dans votre cabine ? En train de manger au restaurant, une fois. Et l'autre fois, non, c'est quand je dormais. Là, par contre, c'était sur une autoroute aussi. Ouais. Comment on gère une situation comme ça, de vol, quand un de vos conducteurs vous remonte ça ? Bertrand, est-ce que c'est pour vous, c'est dramatique ? C'est malheureusement le quotidien, on fait avec. Vous savez que forcément, il y a finalement un pourcentage de la marchandise qui disparaît ? Bon, déjà, on est mis devant le fait accompli, mais au-delà de ça, bien sûr, nous sommes toujours inquiets déjà pour la sécurité de nos conducteurs, puisqu'ils peuvent être agressés, ils peuvent être délogés de leur cabine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bon, et bien sûr, il y a le vol des marchandises. Alors, c'est surtout sur les marchandises sensibles que nous sommes impactés. Nous, si on fait un bilan à l'année, c'est pas dramatique pour l'instant. Alors, je parlais de marchandises, mais il y a aussi le gasoil. On peut se faire dérober du gasoil. Alors, quand ils viennent le siphonner, c'est pas très grave, mais dans certains cas, on a vu des gens qui arrivent avec des pioches et qui vous percent le réservoir, qui vous piquent le gasoil. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on y pense souvent, on est inquiet, on a peu de moyens pour réagir. Alors, il y a certes, certains nous diront, il y a des parkings sécurisés, mais les parkings sécurisés ont des coûts qui sont, que je qualifierais de prohibitifs et qui ne nous permettent pas de demander à nos conducteurs d'emprunter toujours ces parkings. Et tant que la marchandise n'est pas onéreuse, il y a un petit peu moins de risques, je dirais. Le seul risque, c'est vraiment le conducteur dans sa cabine qui peut... Bon, je ne sais plus, dans l'histoire, il y a eu très peu de cas, mais il y a des conducteurs, je sais, qui s'enferment, notamment à l'étranger, qui s'enfermaient dans leur cabine, qui bloquaient les portes à l'intérieur pour pas se faire agresser. Donc on espère toujours que nous ne serons pas confrontés à ce type de problème et que la sécurité globale évoluera. Alors on sait qu'il y a des patrouilles de police aussi sur les autoroutes, puisque moi j'ai eu l'occasion de voir des reportages. Et bon, on souhaite que les conducteurs s'arrêtent sur les aires plus importantes et éclairées, de façon à éviter de se faire piller et puis d'être agressés eux-mêmes. Comment ça se passe sur une aire sécurisée qui est fermée comment ça se présente quand vous arrivez avec votre camion ? On passe à une barrière. Il y a une barrière, en fait, avec des caméras, et puis... je suppose que ça doit relever les plaques, tout ça, tout ce système. Et après, on est enfermé, en fait, dans un parking qui est complètement grillagé, éclairé, avec des caméras de partout, en fait. Ça, c'est plus que surveillé, en fait. Il n'y a personne sur le site de physique, mais c'est les personnes qui sont derrière les caméras qui surveillent, en fait. Et donc, vous pouvez rester dans votre camion, dormir, dîner dedans, en sécurité. Oui. Est-ce que vous avez des aires de service qui sont sécurisées dans le périmètre dans lequel on est ici en région de Languedoc que vous pourriez nous présenter Bon, on peut prendre l'exemple du parking sécurisé de Lunel, qui est à 5 minutes en voiture d'ici. Vous connaissez ? Oui. Bon, on ne s'y gare pas parce qu'on est ici. Oui, vous êtes à côté, On connaît, oui. C'est un parking qui accueille 149 camions, qui a un taux d'occupation phénoménal, parce qu'il est occupé autant le jour que la nuit. Enfin, évidemment plus la nuit que le jour, mais il a quand même son utilité le jour. Là, on a l'impression qu'on accueille des véhicules qui transportent effectivement du matériel sensible,
Parce que d'après ce que j'ai compris, ce sont aussi les assureurs qui obligent certains transporteurs, en fonction de ce qu'ils transportent, à se garer sur ces facilités-là. Comment ça marche? Oui, Florian l'a très bien décrit, c'est bien sécurisé, et on n'a jamais eu, à ma connaissance, d'affaires de vol sur ces plateformes-là. Donc c'est grillagé systématiquement? C'est grillagé, c'est protégé, c'est vidéo-surveillé par nos équipes, les gendarmes passent aussi, enfin donc... c'est effectivement bien éclairé, bien surveillé. On n'a jamais connu d'histoire de vol. Alors après, il y a peut-être des histoires entre certains conducteurs, mais ça, je dirais que c'est plus de l'ordre de la sécurité publique et citoyenne. Donc sur ces infrastructures-là, effectivement, la sécurité est au rendez-vous. Effectivement, ça a un coût. Là, c'est de l'ordre de 20 € pour passer la nuit. Vous pouvez vous arrêter certaines heures, 2-3 heures, c'est gratuit, mais si vous passez la nuit, évidemment, c'est contre rétribution. Parce que c'est une infrastructure qui est en dehors du péage, il faut le préciser. Pour le cas de Lunel, il faut sortir de l'autoroute et puis vous avez une infrastructure annexe. Donc ça marche plutôt bien. Si on doit parler de sécurité, effectivement, nous on le vit un peu comme un fléau. Parce que ça nécessite une réparation quotidienne. On en parlait en aparté juste avant avec ces messieurs. Les malfrats, qui sont en fait des bandes organisées à l'échelle européenne. Donc ils sont le lundi en Allemagne, le mardi en Italie, le mercredi ils sont en France, le jeudi en Espagne. Enfin, ce sont des bandes très très organisées, à tel point que les autorités se sont dotées de brigades spécialisées sur la sécurisation des transports et des flux de marchandises notamment. Donc ça devient un métier vraiment spécialisé de courir après ces bandits de grand chemin. Ils sont à ce point organisés qu'ils ont tout le matériel pour casser, pour détruire des coffrets électriques, pour couper l'électricité, pour couper les caméras et agir ainsi dans une impunité relative. On s'aperçoit quand même si la sécurité n'est pas de notre ressort, nous, autoroutiers, mais on peut pas ne pas partager le sentiment d'insécurité de Florian. Donc on est quand même actif et on collabore avec la police, avec les gendarmes, avec les autorités. Donc ils passent souvent, ils sont... Bien sûr. Ils viennent comment, à quelle fréquence Il faut évidemment leur rendre hommage. Mais ils courent après des effectifs qui sont nombreux et après des bandes qui sont super organisées. Je vais me faire leur messager aujourd'hui. On en parle quasiment tous les jours parce que je reçois des avis via Google notamment de conducteurs qui se sont fait piller, qui se réveillent le matin et qui nous disent cette nuit il y a un camion qui passait, j'ai entendu une pompe et je me suis dit je suis en train de me faire siphonner, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu. Et parfois on nous donne même la plaque d'immatriculation. Donc message de nos amis gendarmes, si vous constatez, si vous suspectez en temps réel, vous connaissez le numéro à composer. Faites le 112, comme ça, si vous dormez en Espagne, en Italie, peu importe, le 112, et vous donnez l'information. Ils sont avides de ce genre d'informations, les enquêteurs. C'est ce qui leur permet aussi d'agir dans un instant T. Et en fait, on s'aperçoit que, soit par ignorance, soit peut-être aussi par peur, tous les comportements suspects ne sont pas signalés. Et alors, évidemment, les vols... Quand on les constate, a priori, c'est une chose, mais quand on y assiste en direct live, c'est peut-être mieux, au lieu de faire un petit selfie ou une petite vidéo, c'est peut-être mieux d'appeler les forces de l'ordre tout de suite, qui sont en capacité d'intervenir. En tout cas, sur le réseau autoroutier français, c'est le cas. On a encore des brigades qui sont affectées à l'autoroute, qui patrouillent, qui sont sans arrêt sur l'autoroute. Donc profitons-en. Si vous constatez, si vous suspectez, vous contactez. Florian, vous avez déjà appelé la police, les gendarmes sur l'autoroute? Oui, mais c'était pas pour vol. Un accident? Non, c'est une infraction? Des immigrants en fait qui étaient dans un camion d'un étranger et qui était en France, c'était à Nîmes en fait. Il demandait de l'aide en fait parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans sa SMI en fait. Il venait d'Italie et il s'est aperçu là à Nîmes qu'il avait des personnes à l'intérieur. Donc là c'était pas pour du vol quoi en fait. Voilà.
Voilà, mais c'était aussi un problème, un Ouais. autre problème que vous pouvez rencontrer dans votre métier, un problème malheureux évidemment. Peut-être revenir aussi sur la notion d'accessibilité à des besoins essentiels, celui d'avoir accès à de la restauration, des toilettes, une douche en tant que routier, en tant que conducteur. C'est important pour vous de pouvoir accéder à ces services-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Et d'une manière générale, est-ce que vous le faites aussi dans un cadre dans lequel vous vous sentez en sécurité? Alors là, c'est pas trop la sécurité, c'est plus le côté où quand l'air est récent, en fait, on sait que les douches sont plus récentes, plus propres, enfin plus hygiéniques, on va dire, qu'une station qui est vieillissante, en fait, qui commence à avoir de l'âge, en fait, ça, c'est un peu plus gênant pour les sanitaires, en fait. Après, ce côté restauration, en tant que conducteur routier, pour me dépanner de temps en temps, oui, mais pour le reste, non, c'est beaucoup trop cher et puis c'est pas trop qualitatif, quoi, en fait, on va dire. Je préfère faire des courses au supermarché et puis manger au camion après, c'est beaucoup moins cher et puis on va dire un peu plus. Ouais, Petit sandwich en triangle, c'est pas terrible, quoi. En C'est fait, quoi voilà. votre recette préférée? Quoi que vous faites volontiers au Oh, camion? c'est surtout des salades. Après, je fais réchauffer des plats, en fait, des plats que j'ai fait à la maison, en fait, puis je les fais réchauffer dans le camion, en fait. On fait des grosses quantités le week-end, comme ça fait plusieurs fois. On mange toujours la même chose, un peu de temps en temps, mais bon, on varie, quoi, de week-end en week-end. Vous arrivez à retrouver de la convivialité, retrouver des collègues sur les aires d'autoroute, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de solitude quand on est conducteur? Ouais, ça, c'est l'époque qui veut ça. Comparé il y a une vingtaine d'années en arrière, oui, entre collègues, on arrivait à se retrouver. En fait, même sur une aire, en fait, on se faisait à manger tous les 3, 4 ensemble. En fait, on se faisait à manger comme ça, en fait, oui. Où on discutait, tout ça et tout. Là, maintenant, le travail fait que ça a quand même un peu changé. Et on est moins en groupe, en fait, on va dire. En fait, après, c'est vrai que quand on se gare, c'est le soir, c'est tard, on tire les rideaux de suite et puis on met la télé, on se fait la popote et puis après dodo, quoi, en fait. Voilà. Et justement, de dormir sur une aire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à trouver le sommeil? Est-ce qu'il y a des nuisances Alors, entre conducteurs, entre camions? Alors, c'est entre camions, c'est entre frigo et puis les autres, en fait. Il y a, des fois, c'est pas évident, en fait, de trouver des places qui sont à peu près tranquilles, parce qu'il y a après, ils sont comme nous, en fait, on peut pas non plus. Les frigos ils se mettent au milieu du parking. En fait, ils se mettent à droite, à gauche, au milieu. Il n'y a pas de. Et ils tournent toute la nuit, pour le coup. Ils tournent toute la nuit, en fait. Ça, c'est le côté qui est le plus gênant, en fait. Voilà. C'est le côté le plus gênant. Après, nuisance, il n'y a pas non plus. Si, on revient toujours pareil. Quand c'est une aire qui est proche d'une grande agglomération comme Toulouse, Bordeaux ou Paris, les camions s'arrêtent pour faire leur coupure de 3 quarts d'heure, donc ils se garent devant. Le moteur tourne de temps en temps. En fait, quand ils arrivent, quand ils repartent un peu avant de repartir. Il y a quelques nuisances. Après, quand on est bien fatigué, il y a des fois, on les entend pas passer, quoi, en fait. La question des frigos, de permettre il y a des camions qui ont besoin de tourner tout le temps. Sur la partie technique, quels sont-ils finalement ceux qui requièrent une alimentation constante, Bertrand? Les véhicules qui requièrent une alimentation constante sont exclusivement les frigos, les véhicules frigorifiques. Je n'en vois guère d'autres. Alors tant les vrais frigos que les châssis porte-conteneurs qui sont équipés de groupes pour le refroidissement des frigos. Mais après, il y a peut-être d'autres professions où il y a des nuisances. Moi, je pense par exemple aux animaux. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête souvent sur les autoroutes parce qu'ils ont des contraintes aussi, mais ça peut être une nuisance, me semble-t-il. Je l'ai pas vécu, mais s'arrêter à côté d'un camion qui transporte des animaux vivants, ça peut avoir quelques nuisances. Le pire, c'est les cochons. Voilà, donc vous avez la réponse. On sent l'expérience. Le pire, c'est les cochons. Ça n'arrête jamais. Il y en a toujours un qui bouge et ça cuine dans tous les sens, en fait. Et ça fait bouger tout le camion. Ça bouge et il y a l'odeur. Aussi, ouais. Comment on prend en compte cette problématique de devoir rester tout le temps alimenté quand on est conducteur sur camion frigorifique? Est-ce qu'il y a des solutions pour justement venir faire tampon sur les aires? Oui, il y a des solutions qui ont été développées et qui sont répandues plutôt en Europe du Nord, qui consistent à déployer des bornes sur lesquelles on vient brancher son groupe frigo, qui vous permet de vous passer de votre génératrice au gasoil, et donc de passer en mode électrique. Évidemment, c'est assorti d'un abonnement ou d'un paiement à l'acte. Ces bornes, on est en train de les tester sur l'aire de Saint-Rambert, sur la 7. Elles ont trouvé un certain public, ont trouvé des clients. Si ça marche, on les déploiera à nouveau un petit peu plus partout.
tout comme d'ailleurs on va déployer, mais vous le savez, vous êtes bien informés, des bornes de recharge pour les camions eux-mêmes, les camions électriques qui commencent pas à fleurir, mais qu'on commence à voir. Et tout ça, ça va évidemment nécessiter de l'énergie supplémentaire, et c'est aussi pour ça qu'on est en train de planifier le déploiement des panneaux photovoltaïques sur la plupart des grandes zones de stationnement poids lourds. Parce qu'on a quand même, surtout dans la région, un certain nombre d'aires de repos et de services qui sont équipés de grands parkings, peut-être pas sécurisés, mais de grands parkings dédiés aux transporteurs. Sur Marguerite, on en a d'autres à Metz, à Loupian. Enfin voilà, on a des aires qui sont quand même dimensionnées par rapport au trafic international qu'on accueille sur la 9, par exemple, y compris sur la 7 et j'en passe. Et donc tout ça pour vous dire que oui, on commence à déployer ces bornes électriques. On commence aussi, mais ça fait longtemps que ça existe, hein, les zones dédiées au transport dangereux sur les aires poids lourds. Donc là, vous avez quand elles sont grandes, quand elles accueillent plus de 149 poids lourds, les aires sont obligées d'avoir une zone dédiée au transport de matières dangereuses. Alors, je ne pense pas que ça concerne les cochons, mais ça concerne au moins les gaz. Ça serait bien de faire la même chose, mais pour les frigos, par exemple, en fait, les mettre dans un coin tous ensemble. Là, donc ça, effectivement, c'est ce qu'on a commencé à faire à Saint-Rambert. Et si ça marche, on équipera ça un petit peu partout. Ça serait bien ? Ah bah oui. Ouais, de passer du thermique à l'électrique pour le frigo, oui. Ouais. Parce que là, ça fait énormément de bruit quand même en fait. Bon, ils se sont largement améliorés comparé il y a quelques années. Oui, j'allais dire, je pense quand même que ça a beaucoup évolué parce que entre un frigo des années 70 et un frigo d'aujourd'hui, il y a eu de considérables améliorations quant à leurs émissions sonores. Donc ça va quand même dans le bon sens. En tout cas, il y a des choses qui sont en route sur le sujet et qui pourraient évoluer. On pensait aussi, alors vous allez me dire, parce que moi je n'ai jamais dormi dans une cabine de camion, mais quand il pleut, est-ce que c'est pénible d'entendre les gouttes de pluie qui tombent sur sa cabine ? Est-ce que ça vient ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est surtout quand c'est les orages, c'est les grosses gouttes, tout, ça peut faire de bruit. Pour moi, ce qui est peut-être le plus gênant, c'est l'été, c'est la chaleur. Ça serait bien, comme on voit souvent en fait du photovoltaïque, ça serait bien de le mettre sur les parkings poids lourds, comme ça on est à l'abri en fait du soleil, c'est un peu plus rafraîchissant, enfin c'est beaucoup moins chaud en fait. De garer votre camion sous les panneaux solaires, sous les ombrières. Il y a quelques parkings qui sont comme ça en fait, comme on peut voir sur les supermarchés pour les voitures en fait, du même principe en fait, mais pour les poids lourds, ça serait pas plus mal ça quand même. Et puis du coup, il y aurait plus de problème de pluie en fait, vu que ça tomberait sur les panneaux solaires et pas sur le camion. Après, c'est gênant, oui, mais c'est toujours pareil. On l'entend peut-être au début, quand ça tombe sur la cabine, quand on est endormi, on l'entend, puis après, on se retourne, et puis on se rendort, en fait. Entre guillemets. Est-ce que c'est possible d'imaginer des parkings couverts au profit de panneaux photovoltaïques dédiés donc, aux camions pour qu'ils puissent se garer dessous ? Laurent ? Oui, c'est en cours. Hein. Donc, ce sont des procédures qui sont longues parce qu'il faut faire des appels d'offres, étudier le sol, etc. Donc, on est sur le domaine public autoroutier concédé. Donc, il y a des règles à respecter. Et on est sur encore le temps de l'infrastructure. Mais vous allez les voir fleurir, ces panneaux photovoltaïques au-dessus des zones de stationnement dédiées aux poids lourds, bien entendu. Donc, ça arrive. C'est bien. Il y a des évolutions à faire, mais vous sentez qu'il y a quand même du nouveau quand vous avez commencé, Florian, il y a 30 ans. Est-ce que quelles évolutions vous avez constatées, vous, en tant que conducteur ? Déjà les places, rien que les places, déjà oui. Je ne sais pas si ça a doublé ou triplé, je ne sais pas, mais oui. Il en manque, mais il y en a déjà plus. Il y en a beaucoup plus qu'avant, oui. C'est vrai qu'en France, on n'a pas assez même pour ça, en fait, comparé à l'étranger, où c'est pas évident. Et j'en reviens un peu sur les parkings sécurisés. Quand on dit qu'ils sont pleins, en fait, c'est surtout les étrangers qui s'arrêtent là-bas. Parce qu'eux, ils ont déjà l'habitude de problèmes de vol qu'il peut y avoir dans l'Europe de l'Est, ou même en Espagne ou en Italie, en fait. On en a en France, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même beaucoup moins que les autres pays, en fait. Et quand on regarde les plaques d'immatriculation sur les parkings sécurisés, c'est... Je dis pas 99%, mais pas loin en fait d'étrangers en fait. Voilà. Et donc parfois vous n'avez pas de place. Sur parking sécurisé, mais on y va très rarement.
Après, avec le groupement Flow, en fait, quand on sait qu'on a des marchandises qui craignent énormément, en fait, parce qu'il n'y a pas que la hi-fi ou les choses comme ça, il y a l'alcool, en fait, aussi, hein, surtout le champagne et les choses comme ça. L'exploitant nous dit de nous arrêter chez un confrère, en fait, qui lui, son parking est sécurisé aussi, en fait. Voilà. Ah, donc vous avez ce système-là, finalement, Qui peut aider. d'entraide, oui, en quelque sorte, au sein du groupement? Oui, il y a un système d'entraide et nous sommes en train de le développer. Et pas que Flow, donc on fait ça au niveau de tous les groupements. On est en train de mettre en place des systèmes qui permettent de stationner chez les confrères appartenant à un groupement autre que le nôtre. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller garer son camion dans son parc comme on est chez vous aujourd'hui? C'est mutualiser les parkings au même titre que nous étudions la mutualisation des bornes électriques chez les transporteurs de groupements. Parce que votre parking il est sécurisé ici, par exemple, dans votre Ici, notre entreprise? parking est sécurisé et d'autant plus sécurisé que nous avons un gardien de la nuit. Et donc vous accueillez déjà des confrères? On accueille des confrères qui nous le demandent, oui, sur demande, on le fait, oui. À travers tout ça, évidemment, l'objectif que vous avez tous en commun, c'est la sécurité routière, déjà la sécurité des conducteurs, la sécurité de la marchandise. Comment est-ce que vous communiquez ensemble pour essayer d'avancer d'un front commun, en quelque sorte, pour aller vers du mieux et pour s'améliorer? Vous vous connaissiez avant? Alors, on se connaît un petit peu, puisque je participe chaque année à l'assemblée locale du syndicat FNTR. Et donc, Laurent est invité tous les ans à participer et à nous faire part des problématiques des sociétés d'autoroute. Donc, on se connaît un petit peu et puis on peut communiquer après à part. Alors, j'avoue qu'on ne l'a jamais trop fait, mais cette journée va nous permettre de resserrer un petit peu les liens que nous avons avec Vinci et d'échanger plus quotidiennement. Et nous avons d'ailleurs en tête de faire une enquête auprès de nos conducteurs, de les solliciter pour savoir ce qu'on pourrait faire pour essayer et tenter d'améliorer. Donc votre passage ici est bienvenu, ça va nous permettre d'étudier un sujet que je qualifierais de nouveau, qui va nous permettre de travailler sur ce type de problématique. Et vous, de votre côté, chez Vinci, comment est-ce que vous collectez les informations, les remontées de terrain des conducteurs qui sont les premiers concernés finalement par l'usage de l'autoroute et de ces aires? Vous l'avez dit au début de cet enregistrement, de cet épisode, vous avez une application qui vous permet de créer une communauté, en quelque sorte, entre conducteurs et vous? Oui, c'est ça. En tout cas, on essaye de recueillir de la donnée brute en faisant des enquêtes grâce à cette application. Enfin, c'est un partenariat qu'on a avec cette application qui s'appelle Truckfly, qui est vraiment indépendante du groupe Vinci, hein, je le précise, et qui nous permet de poser un certain nombre de questions, de recueillir des avis. Mais aussi, on a le fameux Google. Hein. Sur Google, vous avez plein d'avis sur les aires aussi. Donc, ça nous aide. Je ne savais pas qu'on pouvait donner un avis sur une aire d'autoroute. Eh oui. Aire de repos, aire de service. Vous les consultez, Florian? Non, pas. Si vous voulez, en fait, quand on a un circuit assez régulier, en fait, on sait où on s'arrête, on fait nos choix, nos propres choix. Vous avez déjà votre top 5 des meilleures aires, où vous savez où vous voulez vous arrêter? Suivant les horaires, oui, je sais où m'arrêter, en fait. Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir déjà de la donnée pour les services du futur, pour les imaginer. Alors, on sait pas tout faire, mais on sait se tourner vers les opérateurs, les pétroliers, les restaurateurs, et les orienter vers la bonne direction en fonction des données qu'on aura reçues. On communique aussi avec les transporteurs de la région, qui sont, moi, mes principaux clients, hein. Et on essaye d'établir aussi, c'est ce qui nous ramène à la sécurité routière, des liens avec les organismes de formation. Parce qu'on est persuadé qu'une grande partie de la sécurité sur les routes et les autoroutes dépendent aussi des informations qu'on perçoit et de la formation qu'on perçoit avant de devenir professionnel de la route. Et donc, par exemple, dans la région, en Occitanie, on s'est allié à l'Aftral pour instiller tous nos messages de prévention du risque routier. Et chez nous, en tout cas sur l'autoroute, l'ennemi numéro 1, c'est l'hypovigilance. C'est tout ce qui va vous perturber. Tout ce qui va vous perturber et vous détourner de l'attention au volant. Et donc, au premier rang desquels, notre meilleur ami, le téléphone. Mais pas que. Donc, sachez que, si vous ne le saviez pas, on a quand même un gros défi. C'est de mettre un terme à une situation qui nous révolte, parce qu'elle met en péril nos collègues, nos chers collègues, hommes et femmes en jaune, les vrais gens qui bossent sur l'autoroute. On perd un camion par semaine.
Donc un fourgon d'intervention qui est là pour protéger un client sur la bande d'arrêt d'urgence, par exemple, un camion qui serait arrêté ou une famille en détresse sur la bande d'arrêt d'urgence. Notre collaborateur s'arrête, il prévient du danger. Donc il signale aux autres usagers de l'autoroute qu'un véhicule est arrêté. Et donc il vous invite à vous déporter sur la voie plus à gauche. Eh bien, sachez qu'une fois par semaine, un véhicule explose un de nos fourgons. Ça veut dire que la personne en question, le conducteur, ne regardait pas devant. Les vidéos, vous savez qu'on a, sur 400 km dans la région, on a 300 caméras. Donc on voit à peu près tout ce qui se passe, tout est enregistré. Donc on a à peu près la cinématique de tous les accidents de ce type. Et à chaque fois, c'est un véhicule, alors c'est pas forcément un poids lourd, je dis pas ça, c'est un véhicule qui ne regarde pas, donc un poulet sans tête qui fonce directement sur notre fourgon d'intervention. La plupart du temps, ça se passe plutôt pas trop mal, puisque notre collaborateur, dans la procédure, dès qu'il est arrêté, il sort du véhicule, il sort. Il ne faut pas rester. Mais parfois, il n'a pas le temps. Voilà. On a eu malheureusement sur la 9 à déplorer la perte d'estimés camarades. Et plus jamais ça. Et donc on est dans une démarche où on est en train de déployer dans la région des fourgons percutés, ces œuvres d'art horribles, dans les centres de formation de l'Aftral. Il y en a déjà à Nîmes, à Montpellier. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser, en plus des messages et des supports pédagogiques. Donc on est dedans, on sait que nos clients, mais néanmoins partenaires du quotidien, que sont les membres les professionnels de la route et leurs représentants et les patrons sont tous mobilisés aussi là-dedans parce que derrière, il y a des vies. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est ce qui nous unit au quotidien. La santé de nos collaborateurs a le même prix que la santé des conducteurs. Et au même titre qu'ils doivent bien dormir sur les airs pour repartir sains et frais, pour rester attentifs au volant, eh bien, on leur demande aussi un effort à tous parce qu'ils sont exemplaires vis-à-vis des autres usagers de la route et de l'autoroute. On ne le dira jamais assez que les professionnels de la route donnent le là sur la circulation. Si vous avez au volant de ces engins énormes quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a conscience des enjeux, comme Florian, eh bien à ce moment-là, les autres limitent. Et les fous du volant, il y en a de moins en moins. Mais par contre, il faut rester concentré au volant. Ça, c'est notre maladie du 21e siècle. Jetez-moi ce téléphone. Vous partagez ce point de vue. C'est vous qui donnez le là sur le rythme de la route et l'exemple finalement à montrer au reste des automobilistes. C'est ce qui est dit, mais pour moi, il y a des problèmes en fait en amont. En fait, quand on passe un permis voiture, on n'expose pas les problèmes du groupe lourd en fait qui est en face. Nous, il nous faut du temps pour nous engager sur l'autoroute et il nous faut ralentir bien avant, en fait, un véhicule. Un véhicule léger qui nous fait une queue de poisson, pour lui, c'est rien, en fait. Mais nous, on peut partir en vrac de l'autre côté, en fait. Alors oui, il y a énormément de problèmes pour les véhicules. On le voit assez souvent sur les panneaux lumineux, en fait. Le nombre de véhicules qui augmente jusqu'à la fin de l'année, en fait. Ça arrive souvent. J'ai failli en voir un une fois juste devant moi, en fait. Ça a été impressionnant, en fait. Il n'a pas touché le véhicule, mais j'aurais pas mis ma main entre le camion et l'autre véhicule, en fait. Et je l'ai vu, j'étais juste derrière, en fait. Et le véhicule, et c'est trop parce que quand on dit que ça passe très lentement, et là c'est passé mais tout doucement, j'ai pu tout voir en fait, mais tranquillement en fait. Mais on roule à 90 quand même. En fait, le véhicule de Vinci était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, commençait à mettre les cônes, et l'homme en jaune, lui aussi l'a vu en fait, comme on dit l'homme en jaune. En fait, lui il l'a vu. Ils ont les deux portes latérales. Il a traversé le véhicule et sauté de l'autre côté de la barrière en fait. Et le poids lourd est arrivé mais droit dessus. Et moi j'étais derrière, à 200 mètres à peu près derrière lui. Et c'était deux voies, ça passait sur une seule voie. Je me suis mis sur les deux voies au milieu pour arrêter tous les véhicules derrière, en fait, parce que j'ai dit, lui, il va taper. Mais je l'ai vu, mais gros comme une maison, en fait, arriver. Il l'a évité, je sais pas comment. Et je sais pas comment il s'est pas foutu en vrac après, parce que la semi est partie dans tous les sens. Ça a touché ni cône, ni barrière, ni rien du tout. Il a tout redressé. Et il a eu une chance, mais phénoménale le jour-là, en fait. De voir ça, des fois, c'est très impressionnant, en fait. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, en fait. Ouais. Florian, petit sondage. Vous connaissez le corridor de sécurité, vous ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est maintenant, en fait, le code de la route. Oui, c'est le code de la route qui a spécifié ça. C'est maintenant quand il y a un véhicule de panache, en fait, d'autoroute, tout ça et tout. On a
entre guillemets, l'obligation, c'est-à-dire que si on peut, en fait, bien sûr, se déporter, de laisser une voie libre, en fait, entre le véhicule qui est arrêté et notre véhicule. Donc, quand il y a 3 voies, on se met sur la voie du milieu, quand c'est sur la bande d'arrêt d'urgence, tout ça et tout, voilà. Ou quand il y a 2 voies aussi, en fait, ça revient à la même chose. Et si vous voulez, en fait, c'est la même chose que les 1 mètre ou 1 mètre 50 entre le vélo et un véhicule, en fait, sur une nationale. Ça revient à la même chose, en fait, comme ça, en fait. Ouais. C'est pas plus mal. C'est pas souvent bien expliqué. Parce que les panneaux sont pas très... Quand on voit sur quelques portions d'autoroute, on voit ces panneaux-là, en fait. Je trouve qu'ils sont pas très bien explicites, en fait. Comme à un moment donné, j'étais un peu formateur, en fait, dans l'entreprise, avec l'Aftral, tout ça et tout. J'ai regardé, en fait, ce genre d'évolution, en fait. Et c'est pas plus mal quand même, en fait, ce genre de choses. Le corridor, oui, c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas beaucoup respecté. Parce que moi, je me vois, en fait, je me déporte, le véhicule devant moi se déporte, je me déporte, mais les 3 poids lourds qui sont derrière, ils restent sur la même voie, en fait. Et ils passent à 80 cm d'un véhicule qui est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais vous, ça vous encourage, tout ça, ça vous encourage à continuer de montrer l'exemple, finalement, d'avoir une conduite exemplaire et en phase avec un esprit très axé sur la sécurité. Moi, je me souviens que tout au début, quand j'ai passé les permis au CAP et BEP, en fait, j'avais un professeur qui me disait, on a toujours l'expression de dire « demain, je prends la route à 6h du matin ». En fait, on ne prend pas la route, on la partage. Donc, on n'est pas tout seul sur la route. En fait, il y a d'autres usagers, il y a des dépanneurs, il y a du personnel sur l'autoroute, et il y a des véhicules légers, des véhicules lourds, tout ça. Donc, il faut la partager, en fait. Et quand il y a quelque chose de sécuritaire comme ça, je trouve que c'est pas plus mal, en fait. Et des fois, il y a d'autres choses qui sont un peu plus aberrantes, mais voilà, quand on voit des travaux, en fait, des cônes sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et il n'y a pas un camion, on se dit pourquoi il y a les cônes, là, en fait, pour les travaux ou quoi, je sais pas, en fait. Ça, c'est un peu gênant parce qu'après, on est derrière une matière dangereuse qui roule à 80, 70, ou un véhicule lourd, en fait, qui est beaucoup plus lourd que le nôtre, en fait, et puis c'est dans une montée, et ça fait un peu râler, en fait, les conducteurs. Mais ça, c'est encore un autre débat, en fait, après. Voilà, on pourrait continuer de discuter longtemps, mais on va devoir terminer cet épisode de Regard sur le transport. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir partagé votre vision sur cette thématique, de la sécurité et puis de l'accessibilité des conducteurs sur les aires d'autoroute. Merci de votre participation, merci de votre sincérité également sur le sujet. Voilà, si cet épisode vous a plu, eh bien, je vous invite à réécouter les autres épisodes de Regard sur le transport. Ils sont tous disponibles sur nos plateformes, sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.